ouvrage militaire, l'unique pont fortifié subsistant dans notre pays. Il fut construit entre 1280 et 1330. Il a subi au cours des âges des assauts et de nombreuses mutilations. En 1940, l'arche centrale fut détruite par une explosion et les arches latérales furent fortement ébranlées. L'ouvrage semblait devoir être sacrifié, d'autant plus que pour le calibrage du Haut-Escaut à 600 tonnes, les arches constituaient par leur faible tirant d'air et leur position légèrement désaxée un obstacle à la navigation des bateaux du tonnage prévu. Mais il fallait conserver ce témoin du passé. L'administration des ponts et chaussées décida de surélever les arches de 2,40 m environ et, afin de conserver le caractère originel de l'ouvrage, de relever en même temps les tours d'une hauteur correspondante. Diverses solutions furent envisagées et voici celle qui fut appliquée. Les arches vétustes furent démontées et l'on imagina de construire dans la base de la tour des grilles superposées en béton. Entre les deux grilles, tous les éléments de maçonnerie de la tour furent démolis, de sorte que la grille supérieure supportant la tour ne reposa plus sur la grille inférieure qui s'appuie sur les fondations de la tour que par 26 vérins, sorte de presses hydrauliques à grande puissance. Ces vérins eux-mêmes, dont le corps fut logé dans les poutres de la grille supérieure, sont reliés par des tuyauteries à des pompes installées à l'étage supérieur de la tour. La pression hydraulique, fournie par les pompes, pousse le piston des vérins de haut en bas et soulève les 2 800 000 kg, poids approximatif de la tour. Il fallait donc construire des grilles en béton à l'intérieur même de l'ouvrage. Pour construire ces grilles en pièces détachées d'abord et en faire ensuite un massif résistant, on eut recours au procédé du béton précontraint. Une image très simple fera saisir en quoi consiste ce procédé. Une rangée de livres ne constitue pas en soi une poutre résistante. Si toutefois on exerce sur les livres extrêmes une pression suffisante, la rangée de livres peut devenir un massif résistant que l'on peut charger. La pression demandée est fonction de la charge. Le béton résiste fort bien à la compression, beaucoup moins à la traction. Pour annuler ces effets de traction, on fait subir au béton des effets de précontrainte, réalisés par des fils d'acier à très haute résistance, mis en tension avant que le béton ne reçoive sa charge. Chacune des deux tours possédait un passage parallèle au cours de la rivière. Il fut relativement aisé de construire dans ce passage les deux poutres inférieures et les deux poutres supérieures dorsales du système de grille. Puis, par des ouvertures créées dans la tour, des éléments de poutre en béton furent introduits. Dans ces éléments de poutre, comme dans les 4 poutres longitudinales, étaient ménagées des gaines, où des fils d'acier à très haute résistance furent introduits. Quand tout le dispositif fut en place, les fils d'acier furent mis en tension, ce qui réalisa le massif résistant des grilles. Par le jeu des vérins, la tour pouvait être levée. Après chaque levée partielle, des dalles en béton sont placées, sur lesquelles on laisse redescendre la tour pour y prendre appui, ce qui permet de rentrer les pistons des vérins dans leur corps et de placer ensuite sous la tête des vérins ces dalles en béton sur lesquelles les vérins vont agir pour une nouvelle levée. Les opérations, en 12 levées, montent la tour de 2,40 m environ. Le matériel est à pied d'œuvre et les travaux commencent. La tour de la rive droite sera d'abord levée, puis celle de la rive gauche. Les arches endommagées par la guerre sont démontées et l'on entaille la base de la tour pour y introduire des éléments de poutre en béton. La tour elle-même est serrée dans une armature de fer.
fenêtres sont maçonnées. Un mur de soutien a été construit à l'intérieur de la tour pour consolider l'édifice et éviter que pendant les délicates opérations de levage, des parties de la maçonnerie très ancienne ne viennent à céder. La vétusté avait créé quelques fissures. Des témoins placés avant les opérations étaient intacts à la fin des travaux. Les poutres longitudinales ont été bétonnées dans le passage de la tour. On a introduit les éléments de poutre. On peut remarquer dans un de ces éléments la sortie des gaines où les fils d'acier de l'armature du précontraint seront introduits. Tous les éléments sont maintenant en place et l'on met l'armature en tension. Les fils d'acier tendus sont fixés par des clavettes. Les opérations de mise en tension de l'armature terminées, les deux grilles forment maintenant des massifs résistants et solides. On peut à présent démolir les éléments de maçonnerie ancienne qui séparent les deux grilles. Les opérations de levage vont commencer. À l'étage supérieur de la tour, les pompes sont prêtes. 2 vannes commandent chaque vérin et un manomètre le contrôle, car il s'agit de conserver pendant les opérations de levage l'uniformité de la montée. Les ingénieurs, les conducteurs, contremaîtres et ouvriers sont à leur poste. Les moteurs des pompes tournent et, lentement, la tour commence sa première ascension. Au coup de sifflet, les ouvriers placés près des témoins à curseur annoncent la côte de la levée. Les ingénieurs sont en communication téléphonique avec le technicien qui, à l'intérieur de la tour, veille sur les manomètres. Par une prise de vue à l'accéléré, les opérations de levage sont visibles à l'écran. Mais dans la réalité, la tour monte de 25 cm en 45 minutes environ. Un ouvrier se trouve à chaque vérin. Il suit la montée du piston avec l'écrou de sécurité. Les pistons des vérins vont arriver à fond de course. Les écrous de sécurité sont serrés. La montée de la tour est suffisante pour placer entre les grilles des plaques de béton.
Chaque jeu de plaques reçoit une feuille de feutre. Les écrous de sécurité des vérins sont desserrés et lentement, la tour va descendre sur les dalles. Les feutres assurent l'égalité de la pression. La grille supérieure repose maintenant sur les dalles et l'on peut rentrer les pistons dans les vérins. Sous les vérins sont également placées des dalles en béton. La première levée de la tour est terminée, les suivantes peuvent commencer. Au fur et à mesure des levées successives, le mur de béton entre grilles monte. La dernière levée de la tour rive droite est terminée. Les vérins sont enlevés. Le mur de béton entre grilles est achevé par l'appareillage des pierres. Les façades ont repris leur aspect primitif. Du côté de l'Escaut, le béton reste encore apparent. Il disparaîtra lors de la reconstruction des arches. La tour de la rive gauche, plus ancienne et en très mauvais état, a dû être considérablement consolidée avant le commencement des travaux. D'importants soutènements en béton et une armature en acier ont dû être construits.
Pendant l'exécution des travaux du pont des Trous, les quais de l'Escaut sont rectifiés et déplacés pour élargir la voie navigable. Aux rives droites. Elles ont été effectuées dans les délais prévus. Les deux tours sont surélevées et ont pris leur aspect primitif. Les arches détruites et sont reconstruites. Le pont des Trous, qui a repris son aspect d'antan, enjambe en 3 bonds le cours de l'Escaut, bientôt accessible aux bateaux d'intérieur de 600 tonnes.